bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne année, meilleurs vœux j'espère que pour nous tous, l'année 2016 sera un peu plus réjouissante que 2015 et surtout moins sanglante. Bienvenue donc à ce café littéraire qui est le premier de la saison. Je vous signale juste rapidement, mais vous pourrez avoir une information plus détaillée sur les 2 prochains de ce mois. Il y a 2 petites affichettes qui sont à votre disposition à l'entrée. Je reçois la semaine prochaine un écrivain vietnamien qui a écrit un livre, un roman sur Beyrouth. Il s'appelle Riem Do. Donc ça sera le café littéraire du 20 janvier. Et le 27 janvier, je reçois Pierre Manant, dont vous avez peut-être déjà lu le livre « Situation de la France », un livre qui a fait déjà beaucoup de bruit et suscité pas mal de polémiques dans la presse et les médias. Voilà pour le programme. Alors, nous allons vous présenter, vous donner un avant-goût d'un livre qui est un véritable monument éditorial et scientifique, Dictionnaire de l'Empire ottoman, dont 2 des directeurs d'ouvrage sont présents. Gilles Weinstein est décédé, comme vous le savez sans doute, il y a 2 ans. Je vais peut-être présenter rapidement nos invités et puis leur laisser la parole assez vite pour qu'ils vous présentent cet ouvrage. Alors, François Georgeon, tout d'abord, qui est à la retraite, qui est directeur de... c'est pas un défaut d'être à la retraite, Hein? Si, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien, d'accord. Si bon, je ne sais pas si ça passe. Là, si. Oui. Alors, j'essaie de retrouver mes fiches. Voilà. Alors, donc, ça passe. Voilà, directeur de recherche, donc émérite au CNRS. Alors, je ne savais pas que tu avais été à Tunis. Hein. Tu as eu un petit séjour arabe de 4 ans tout de même, oui, à l'université de Tunis. Oui. Et puis, tu as basculé dans l'autre camp, plus au nord de la Méditerranée, donc à Istanbul, et tu as continué ta carrière dans les études ottomanes. Alors, j'y insiste parce qu'il y a une sorte de complémentarité entre vous deux. Donc, tu es sur la période de 19e et 20e fin de l'Empire ottoman, avec un tas d'écrits, de travaux sur cette période-là, beaucoup d'intérêt pour des... Alors c'est l'histoire matérielle, c'est l'histoire culturelle, l'histoire... et aussi l'histoire politique, puisque on te doit ce beau livre sur la biographie d'Abdelhamid II, paru chez le même éditeur, d'ailleurs, Fayard, en 2003. Alors, tu n'es pas un familier de l'imam, mais on t'a vu, on a eu le plaisir de te recevoir à plusieurs reprises, et on a d'ailleurs reçu ce colloque très intéressant et très stimulant sur l'humour en Méditerranée, qui est paru... Oui, tout à fait. Il est paru dans un numéro spécial de la REM, de la revue, voilà. sous le titre « L'humour en Orient ». L'humour en Orient. Mais c'est ancien. C'est ancien, oui. C'est une histoire un peu ancienne, l'humour en Orient. Oui. Tout à fait. Malheureusement. Là, on risque gros avec l'humour. Oui. Alors, Nicolas Vatin. Nicolas Vatin est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EPHE. Alors, vous venez de Normal Sup, donc c'est un autre parcours, ce n'est pas l'INALCO. Normal Sup. Ça n'empêche pas, c'est quand même à l'INALCO qui a appris le turc. Et donc vous avez fait quoi? Le grec, latin tout... Oui, je viens des lettres classiques. Oui, je ne suis pas un historien pur, contrairement à mon voisin. Combien de langues vous parlez, vous lisez?
je sais pas, celle qu'on lit, c'est celle que lisent les collègues. Non, mais déjà, le grec, latin, l'anglais, oui, bah, l'allemand, oui, ces choses-là, l'allemand avec difficulté, comme la plupart des Français, Ouais. bon, l'anglais, l'italien, l'espagnol quand il faut, le latin, bien entendu, le grec, ça s'oublie très vite. Ouais. L'agrégation est très très loin. J'en ai peur. D'accord. Je l'ai su. D'accord. Et encore l'ancien. Bon. Alors vous êtes sur la période de la grandeur de l'Empire, finalement, hein, c'est ça, hein, le 15e, 16e siècle. Et puis, vous sentez que ça décline, vous arrêtez d'aller plus loin. Donc oh non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Vous savez, enfin, moi je ne sais pas, mais je fais partie des historiens qui sont liés à leur corpus. Donc, on monte et on descend l'échelle en fonction des intérêts. Et même moi, je suis allé jusqu'au XXe siècle, puisque j'ai fait d'épigraphie funéraire, et que les stèles funéraires, elles sont surtout du XVIIIe, XIXe, XXe. D'accord. Alors, donc, comme publication, je vais citer 2-3 ouvrages de Rhodes et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, édition du CNRS, en 2000, Les Ottomans et l'Occident, paru chez Isis en 2001, et puis avec Gilles Weinstein, ce livre qui est paru chez Fayard, Le sérail ébranlé, essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans du XIVe au XIXe siècle. Alors, un petit mot de Gilles Weinstein, parce que je l'ai invité ici à 2 reprises, je crois, à la sortie du livre qu'il a dirigé sur le soufisme, si vous vous en souvenez, et aussi sur les hommes de religion en islam. Et puis, il a eu la gentillesse de nous accorder un texte pour le magazine Kantara et un entretien qui est paru dans Kantara, donc il y a quelques années. Je ne sais pas quand est paru son livre sur le soufisme, mais c'est cette même année-là. Voilà. Alors, donc, nous allons parler d'un ouvrage qui est un dictionnaire. C'est très difficile de faire une séance autour d'un dictionnaire. Alors moi, je vais vous faire un aveu, c'est que je l'ai reçu en décembre. D'habitude, je lis de bout en bout les livres que je présente. Je ne l'ai pas lu. Hein, alors, vous allez très vite comprendre parce qu'il fait à peu près 2400 pages. Hein, et des pages, je vous prie de croire, extrêmement denses. Je ne sais pas combien de signes il y a dans chaque page, mais ce n'est pas 2000 signes, c'est 4000 ou 5000, j'imagine. L'ensemble fait 8 millions de signes. Pardon ? L'ensemble fait 8 millions de signes. Et là, bon. Alors, parlons chiffres. 175 auteurs, 720 entrées, 25 cartes. Alors, avant de vous laisser présenter un peu plus le livre, vous dites dans la préface, vous évoquez dans la préface ce livre que nous avons lu, que nous avons en bibliothèque depuis sa parution, et d'ailleurs il a été réédité plusieurs fois, L'histoire de l'Empire ottoman de Robert Mantran. Alors moi je suis un petit peu ému par ça parce que de vous recevoir là, après 30 ans, après 20 ans, 93, 92, 93, j'avais reçu Robert Mantran pour des conférences à la suite de l'apparition de l'histoire de l'Empire ottoman. Et nous étions là-haut, au 9e étage. Et je sais que dans la première conférence, il m'avait signalé qu'il y avait dans l'assistance il y avait des Turcs. Ils ne viennent pas toujours chez nous, mais il leur arrive de venir sans crainte. Et parmi eux, il y avait, parmi cette assistante, une petite fille du dernier sultan. Je ne me rappelle plus son nom. Et je me rappelle qu'il lui a fait le baise-main, donc c'était assez impressionnant. Ça vous dit quelque chose ? Ben oui, je crois qu'il y a effectivement des descendants de la famille impériale. Et, oui. il y en a eu pendant longtemps en France. Ouais. Et voilà, effectivement, on connaît, je crois, cette petite fille du dernier sultan. Voilà. Oui. Bon, alors, au lieu de refaire l'histoire de l'Empire ottoman renouvelée, vous avez choisi le dictionnaire. Alors, François Georgeon, pourquoi ? Alors,
En fait, ce livre de Robert Montrand, d'ailleurs tous les deux, et Gilles Weinstein, nous y avons participé également, il a eu beaucoup de succès, et ça a été beaucoup de succès par rapport à ce que sont nos livres habituellement, puisque je crois qu'on ne doit pas être loin aujourd'hui de 30 000 exemplaires, ce qui est considérable en fait. C'est un gros livre quand même qui fait plus de 800 pages, qui n'est pas non plus tellement bon marché, je crois qu'il est à une quarantaine d'euros. Et donc, à notre surprise et à la surprise de l'éditeur, en fait, ça a été une bonne affaire. Et c'est ce qui fait que, en fait, en même temps, c'est un livre qui est paru à la fin des années 80, en 1989, je crois, et il est certain qu'il représentait un tableau des recherches concernant l'Empire ottoman à ce moment-là, et il se trouve que la recherche historique concernant l'Empire ottoman a évolué très vite, grâce notamment à l'accès de plus en plus facile aux très très riches archives ottomanes, et par conséquent, il aurait fallu le refaire. En réalité, il aurait fallu faire un Montrand bis ou alors un autre livre complètement, ce qui était difficile. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, un livre en anglais dû à un seul auteur, Caroline Finkel, est paru il y a quelques années, qui s'appelle Le rêve d'Osman, enfin je crois qu'il n'a pas été traduit en français, donc Osman's Dream, et qui est un excellent manuel général de l'Empire ottoman dû à un seul auteur. Donc c'était difficile de se lancer dans cette aventure, et si on s'est lancé dans cette idée de dictionnaire, c'était parce que, en fait, on avait un petit peu la chance à Paris d'avoir une équipe de recherche soutenue du CNRS, de l'EHESS et également, quelque temps après, du Collège de France, où en fait nous étions suffisamment d'ottomanistes, de spécialistes dans l'Empire ottoman, pour couvrir à peu près toute la période, c'est-à-dire du XIVe siècle jusqu'à la fin de l'Empire, et également, je dirais, la plupart des régions de l'Empire, puisque l'Empire s'étendait quand même depuis la Hongrie jusqu'à l'Afrique du Nord. Donc, voilà. Et c'est ce qui nous a décidé donc, de faire un travail collectif et de le présenter sous forme de dictionnaire. Je crois que Nicolas en parlera tout à l'heure par rapport à ce qui existait sur le marché sur ce plan-là. Donc en fait c'était un projet d'équipe au départ. C'est un projet d'équipe et notre équipe a constitué le noyau dur de ce dictionnaire. Tous les trois, Gilles, Nicolas et moi, on appartient à cette équipe du CNRS que dirige aujourd'hui Nathalie Clayer, que je salue, et cette équipe d'ailleurs qui a largement soutenu l'entreprise. Et puis ensuite, il y a eu en quelque sorte, c'est par cercle concentrique, hein, si tu veux, que l'on a développé le projet, c'est-à-dire la turcologie est donc surtout représentée à Paris, et donc c'est un des avantages d'une certaine façon de la centralisation qui a par ailleurs souvent beaucoup d'inconvénients, mais il y a deux équipes aussi qui travaillent sur le monde ottoman, l'une à Strasbourg et l'autre à Aix-en-Provence. Et je dois dire que les deux nous ont beaucoup aidés, mais plus particulièrement celle d'Aix-en-Provence, et je voudrais insister parce que Aix-en-Provence est plutôt tournée vers le monde arabe, et que les membres de cette équipe, je voudrais citer en particulier la mémoire d'André Raymond, mais également de Daniel Panzac, ont beaucoup participé à ce dictionnaire. Et puisque nous sommes ici à l'Institut du monde arabe, hein, je voudrais dire que les notices sur le monde arabe sont particulièrement développées. Enfin, je crois que c'est aussi peut-être une des premières originalités de l'entreprise. Donc on a commencé comme ça, et puis bien sûr, les recherches sur l'Empire ottoman dépassent de beaucoup le cadre de la France. Hein. Maintenant, il y a on a des équipes ottomanistes, bien sûr, des États-Unis jusqu'au Japon, à peu près en une chaîne à peu près continue, et on a évidemment énormément mis à contribution des collègues de différents pays, bien sûr de Turquie, du monde arabe, des Balkans, etc. Donc en fait,
parmi les 170 auteurs que tu as cités, moi j'ai relevé à peu près 25 nationalités. Et d'une certaine façon, bon, ce dictionnaire est le reflet de cette recherche mondiale sur l'Empire ottoman. C'est un livre de la mondialisation, si on peut dire, de la recherche historique. Et on aurait très difficilement pu imaginer autrement. Il y a maintenant, le domaine s'est très spécialisé et un certain nombre d'articles, nous n'avions pas, nous, les moyens de les écrire. Donc on a fait appel, j'espère, enfin, et je crois, aux meilleurs spécialistes étrangers en la matière. Donc voilà, c'est un livre collectif. C'est un livre qui s'appuie sur, d'abord, sur ce qui existait en France. J'y ajoute d'ailleurs aussi l'Institut d'Istanbul, qui a été partie prenante dans cette affaire, un institut qui dépend du ministère des Affaires étrangères, et qui, tous les trois d'ailleurs, nous avons été je cite Nathalie également, nous avons été des chercheurs à l'Institut, et la recherche ottomaniste française a beaucoup profité de cet institut, et je le souligne parce que ces instituts sont menacés aujourd'hui par les difficultés budgétaires des affaires étrangères. Donc voilà un peu le schéma. Ça nous a pris à peu près une dizaine d'années, ce dictionnaire. Voilà, je crois, c'est à peu près ça. Exactement. Premier courrier 2005, parution 2015. Voilà. Donc voilà, 10 ans. Avec des hauts et des bas, mais finalement... Et puis alors, je veux ajouter une chose, c'est que ce projet a reçu un accueil enthousiaste de la part d'un éditeur, et ça, je tiens à le signaler, parce que c'est pas évident, d'un gros projet. Et d'ailleurs, il nous a encouragé, cet éditeur qui s'appelle Maraval, Denis Maraval, qui était chez Fayard à l'époque. Il nous a même encouragé, d'ailleurs, à élargir ce projet que nous imaginions au départ plus restreint, plus modeste, et donc c'est ainsi qu'on arrive à ces 8 millions de signes qui n'étaient pas prévus au départ, et qui finalement sont une très bonne chose, parce que tant qu'à faire, autant voir large. Alors, donc, c'est vrai que c'est... Et je me dis que c'est pas sûr qu'aujourd'hui on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire 10 ans après, d'une part parce que les gros dictionnaires deviennent plus rares, il y a évidemment Internet. Oui, justement, une question à ce sujet. Est-ce que justement la formule dictionnaire n'est pas en train d'être court-circuitée par l'Internet, puisque on peut, en ayant en versant sur Internet, on obtient un avantage énorme qui est des remises à jour et des augmentations des notices permanentes. C'est ce qu'a fait notre ami François Pouillon avec le dictionnaire des orientalistes. Oui, oui. Il y a un volet Internet qui est plus riche que le volet papier. Alors, on en a parlé avec notre éditeur. Je crois qu'il est ouvert à toutes sortes de formules. Moi, je suis ravi quand même qu'il existe le papier. Enfin, il existe le dictionnaire sous forme de papier, parce que bon, je suis d'une génération qui aime le papier, qui a toujours aimé le papier. Et c'est vrai que pour un dictionnaire, c'est vrai que la mise en PDF, enfin, ça permet des choses qu'on peut très difficilement faire autrement. J'ajoute quand même qu'une partie importante de ce dictionnaire est due à la 4e personne qui se trouve sur la couverture. Je ne sais pas si on peut... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire apparaître l'image suivante? Elisabetta Borromeo, qui nous a beaucoup aidés et qui surtout a fait elle-même a écrit des notices, et qui a surtout fait un très très bel index, et sans lequel ce qu'on pourrait appeler la navigation dans un dictionnaire serait moins aisée. Et là, c'est vrai que c'est un très bel index, et qui est peut-être à lire en premier, enfin je ne sais pas, mais tu disais que l'usage d'un dictionnaire c'était un peu curieux, mais sans cet index, c'est-à-dire, il serait vraiment beaucoup moins pratique à utiliser. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Moi, oui, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un éditeur se lancerait dans cette aventure. Donc ça venait de ce point de vue-là au bon moment, on peut dire au bon moment. Bon, Nicolas Watin, un dictionnaire,
ce n'est pas une chose facile. Comme on pourrait le croire, on ne se met pas à ranger à aligner des notices et à chercher un auteur pour chaque notice. On conçoit ce dictionnaire en amont. Alors comment, racontez-nous un peu la fabrique de cet ouvrage. Bon, c'est quand même un petit peu ça, mais nous avions une idée de ce que nous voulions faire. Et pour revenir à la première question que vous posiez à François Georgion, en fait, pourquoi pas une histoire? Il y a toutes les raisons qu'il a données, mais il y a aussi qu'une histoire de l'Empire ottoman, même avec les admirables chapitres qui restent de référence, de description de situations qu'ont pu faire André Raymond ou Gilles Vinstin en particulier, ça reste un récit. Ça ne peut pas tout dire parce que sinon, si ça va dans tous les sens, ça devient totalement illisible. Je connais des cas que je ne citerai pas, de très grands savants qui ont fait des livres extraordinaires et que personne ne peut lire sinon justement en utilisant l'index. Alors qu'un dictionnaire, ça permet de parler plus ou moins de tout, puisque vous aurez une notice sur différentes choses et que, par exemple, vous pouvez avoir une page et demie sur les descendants du prophète. Et alors, casez-la dans une histoire de l'Empire ottoman. C'est pratiquement impossible. Donc, il y a cette première chose que nous voulions présenter l'Empire ottoman plus ou moins sous toutes ses facettes. Et donc, pour ça, le format dictionnaire s'imposait à l'évidence, même si, bien sûr, si vous prenez la liste des notices sur les différents sultans, vous pourrez avoir un récit. Bon, ça vous oblige à sauter de Mahmoud en Mehmet et de Mehmet en Ismaïl, mais bon, c'est Ibrahim, mais c'est faisable. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous tenions absolument à rappeler que l'Empire ottoman, ça n'est pas la Turquie, que l'Empire ottoman, ça n'est pas l'islam. L'Empire ottoman, c'est une construction politique qui a une dynastie turque, musulmane, de droit hanéfite. Mais les sujets ottomans peuvent être arabes et pas musulmans, musulmans mais pas arabes, ils peuvent être arméniens et vivre à Istanbul, ils peuvent être serbes perdus dans un tekke quelque part en Égypte, ils ont beaucoup voyagé. Ils peuvent être catholiques en Albanie ou à Istanbul. Et il y a au sein de cet empire ottoman d'immenses cultures avec de très longues traditions grecques et arméniennes et arabes, pour peut-être les plus prestigieuses, mais enfin bon, bien d'autres encore. Et nous voulions absolument montrer tout ça. Et montrer aussi comment tout ça est très divers, mais que malgré tout, en 6 siècles d'histoire, ça fait une culture ottomane. Pour prendre un exemple très simple, eh bien, vous avez des particularités des stèles funéraires juives d'Istanbul qui surprennent le spécialiste, mais qui ne me surprennent pas parce qu'on a les mêmes sur les stèles funéraires musulmanes. C'est quelque chose qui est ottoman. Bon, voilà. Donc il y avait tout ça. Alors ensuite, bon, ben évidemment, comment fait-on? On se met sous un pommier, c'était un pommier et un cerisier, et on se demande quelles sont les différentes notices qu'on pourra mettre en valeur. On se demande quelle place il faut leur donner, par multiple de 1500 signes, puisque les feuillets font 1500 signes. Et puis, le plus difficile, on se demande qui va pouvoir traiter de ceci ou de cela, en se réservant en général les canards boiteux dont on ne voit pas qui pourra les traiter. Donc peut-être que les articles les plus faibles sont ceux des éditeurs du dictionnaire, c'est une hypothèse à envisager. Et puis ensuite, eh bien, nous en avons parlé au sein de notre équipe, où les remarques, plus que les critiques, ils ont été très gentils, les remarques ont fusé, les propositions ont fusé, des gens se sont proposés pour faire des articles, ils les ont parfois fait. Et on suggérait d'autres noms. Et puis enfin, et là je reviens en 175 auteurs, nous avons donc, nous sommes mis en rapport avec beaucoup de collègues du monde entier, et à une exception d'une collègue qui est une amie qui nous a dit « je suis désolé, je ne peux pas », ils ont tous répondu oui, immédiatement, et je dirais que l'immense majorité d'entre eux a tenu parole, et même au-delà, certains d'entre eux ont redonné à la cagnotte quand il a fallu remplacer un mort, parce qu'on a parlé de Gilles Vinstin, mais Stéphanie Racimos aussi nous a quittés alors qu'il s'apprêtait à faire un nombre inconsidérable de rubriques, et il les aurait écrites, seulement il est mort pratiquement quelque temps après le lancement du dictionnaire. Et donc des gens qui
qui ont voulu nous aider. Donc nous avons vu dans tout ça une marque d'affection et d'amitié de nos collègues du monde entier, et nous y avons été, enfin moi j'y ai été extrêmement sensible. Merci. À écrire poliment à certains, c'est très intéressant, mais au 4e paragraphe, vous êtes vraiment sûr, là voilà. Mais donc ça, c'est la cuisine. Et dans l'ensemble, moi, je trouve que, bon, c'est inégal, comme toujours. Quand on a 720 notices, elles sont plus ou moins bonnes. Certaines sont extraordinaires. La plupart, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense François, sont vraiment de très très bonne tenue. Non, mais je suis de ton avis et je la partage, comme disaient les Dupont. Non, je pense que effectivement, c'est un très bon état de la recherche qui est fourni par ce dictionnaire. Comme j'ai dit, là, d'abord le monde ottoman est foisonnant, absolument d'une diversité absolument remarquable. Et puis, c'est vraiment une recherche qui évolue très vite. Sur lequel il y a énormément de travaux en cours. Je dirais d'une certaine façon, on est en train de, peut-être pas de réécrire l'histoire ottomane, mais peut-être de l'écrire, tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, en réalité, l'exploitation des archives ottomanes, qui sont absolument considérables, si les Ottomans gardaient tout, alors, ce qu'il n'a pas été noyé dans les caves de tel ou tel ministère ou mangé par les rats de telle ou telle administration, eh bien, on l'a aujourd'hui, on en dispose peu à peu, progressivement mis à la disposition des lecteurs. Et en fait, c'est donc en quelque sorte une nouvelle histoire qui se construit. Ça qui est d'ailleurs, je dois dire, assez passionnant quand on est ottomanisant, c'est-à-dire il y a un côté pionnier. Si tu veux, c'est-à-dire que, oui, on peut écrire des pans entiers de l'histoire qui n'étaient pas connus en réalité, et ce serait encore plus vrai si on passait au niveau local, par exemple. Voilà. Alors, l'histoire des notices est très intéressante, et je conviens tout à fait avec ce que vous avez dit, qu'on peut, grâce à des notices de dictionnaire, traiter des sujets qu'on ne pourrait pas traiter dans une histoire générale où il faut suivre... soit le fil d'un récit avec des compartimentages qui sont acceptables ou reconnus tels. Moi, évidemment, je n'avais pas le temps de lire votre dictionnaire, mais je me suis dit, je vais partir d'idées qui sont celles d'une recherche personnelle d'un non spécialiste qui veut dire, bon, je veux me faire une idée sur l'Empire ottoman. Alors j'ai eu la surprise de ne pas trouver certaines notices. Alors, il y a beaucoup de notices qu'on ne trouve pas. Mais je mets en relation 2-3 notices, par exemple, qui me paraissent faire sens. Empire, État, par exemple, ne se trouve pas dans le dictionnaire. Il y a, par contre, sublime porte, si on sait déjà, on va aller mettre en rapport sublime porte et se dire, bon, il y a d'autres institutions, qu'est-ce qu'il peut y avoir la justice, donc on va voir Cadi, qui nous explique ce que c'est que le Cadi Askar, etc. Le Cheikhul Islam, etc. Bon, là, on voit s'esquisser... quand on les met bout à bout, on voit s'esquisser un peu quelque chose. Mais en ne mettant pas empire, est-ce que, empire, État, etc., est-ce que vous ne vous mettez pas à l'écart d'une approche qui est une approche universaliste des empires, des États, d'autant plus que parler d'un État ottoman aujourd'hui, tu parles des archives, etc., il ne faut pas oublier que lorsque Max Weber a décrété que seul l'État occidental était rationnel et tout, il n'avait pas accès à toutes ces informations. Mais l'État ottoman est un État extraordinaire
dans sa mécanique, etc. Pourquoi ne pas... Voilà. Ma question est, Oui. pourquoi ne pas avoir adopté aussi des points de vue plus globalisants? Heureusement que tu n'as pas lu le dictionnaire. Non, je l'ai pas lu. Voilà, oui. Non, mais ce sont des remarques très intéressantes. Alors, c'est vrai, oui, que les notices peut-être les plus simples en réalité, mais celles qui demandaient, que sont peut-être manquantes. C'est là que je crois que l'index, ce fameux index dont je parlais tout à l'heure, peut nous aider. Il y a, malgré tout, pour répondre... Enfin, on peut trouver toutes les réponses aux questions que tu te poses dans ce dictionnaire, bien sûr, et c'est là qu'il faut le feuilleter, bien sûr. Par exemple, sur la dénomination de l'Empire, comment les Ottomans concevaient leur propre domination, quel nom ils lui donnaient, etc. Donc tout ça se trouve dans le dictionnaire. Donc je crois que par le jeu de la navigation, hein, comme je disais tout à l'heure, on peut arriver à répondre à toutes ces questions. Il y a aussi tout un article qui pose le problème de est-ce que l'Empire ottoman était un impérialisme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de colonisation à propos de l'Empire ottoman, ce qui est une thématique qui a été pas mal abordée ces derniers temps. Donc on a essayé aussi, si peut-être certaines entrées manquent, il y en a d'autres qui manquent, de faire un état de certaines questions, c'est-à-dire de certaines questions qui sont débattues, par exemple sur la question du confessionnalisme qui concerne en particulier le Moyen-Orient, ou cette question justement, est-ce qu'il y a un colonialisme ottoman? Donc là, nous avons des articles qui répondent à cela. Voilà. En même temps, un dictionnaire de ce type ne peut pas... c'est pas un lexique, si tu veux, c'est-à-dire qu'il suppose malgré tout un tout petit peu de connaissance de l'Empire ottoman. Il faut au point de départ d'ailleurs une curiosité qui amène les gens à s'en servir. Voilà. Enfin, Nicolas a certainement d'autres... Non, c'est vrai qu'on aurait pu envisager, et je ne pense pas que ce soit parce que nous l'avons repoussé, je crois que nous n'y avons pas pensé, d'autant plus que c'était déjà moins à la mode quand on a commencé à y penser, hein, une notice empire. État était une bonne question. Très largement, deux notices y répondent, qui sont dynastie, qui est une très grosse notice, et administration centrale et provinciale. Alors, on aurait pu envisager, en effet, une notice État, qui aurait d'ailleurs été assez brève, pour dire que le concept de Devlet recouvre en fait des choses un peu différentes, et puis renvoyer à administration centrale et provinciale. Il y a un problème de vocabulaire, et souvent... En effet, on va chercher une notice là où elle n'est pas, elle peut se trouver ailleurs. Ça, c'est un problème qu'il y a dans tous les dictionnaires. Et là encore, on va retomber sur l'index où il faut espérer qu'Elisabetta aura eu la bonne réaction au bon moment, parce qu'on n'a pas été sur son dos, bien entendu. À l'inverse, il y a par exemple, un exemple qui m'a frappé, qui m'a paru intéressant. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller dans l'index voir où il renvoyait, mais une entrée qui est en même temps provocatrice, l'islam ottoman. C'est passionnant. C'est une affirmation très forte, n'est-ce pas? Est-ce que je suis toujours dans mon idée que quelquefois les notices, voilà. Là, par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas nous dire, vous qui connaissez le dictionnaire, hein, en quoi l'Empire ottoman apporter ou bien transformer l'islam, parce que c'est quelque chose de fondamental, hein, d'historiciser enfin, hein, la religion qu'on présente toujours comme identique à elle-même, et de dire non, voilà, il y a quelque chose de particulier qui s'est développé pendant 400-500 années. Alors, je ne suis pas certain que je serais le mieux à même de répondre. On va passer le micro à une dame juste devant. Là, elle serait mieux à même. Mais en tout cas, en revanche, c'est vrai, si vous voulez, que nous avons confié ça à Thierry Zarcone, tant que je me souvienne, qui est très compétent sur ces questions. Et ça, c'était notre idée de fond. L'Empire ottoman se situe dans un cadre géographique ou un cadre politique ou un cadre religieux, en l'occurrence, puisque c'est l'islam. Mais l'islam n'est pas une chose qui ne bouge pas. De même, il y a un article Coran
dans l'Empire ottoman, et un article littérature persane, mais la littérature persane telle qu'elle se pratique dans l'Empire ottoman. En fait, en donnant le sujet à notre collaborateur, nous lui posions la question nous-mêmes. Il pouvait se faire qu'il répondit, mais circulier, il n'y a rien à voir. Bon, nous avions plus ou moins l'idée que malgré tout, il y avait quelque chose à voir, ne fût-ce que parce qu'en 6 siècles, on fait quelque chose. Mais l'idée du dictionnaire, c'est justement de voir en quoi l'Empire ottoman ou la société ottomane ou la culture ottomane ont des particularités ou pas dans les ensembles dans lesquels ils s'insèrent. Oui, parmi les particularités, il y a une structuration très forte des institutions musulmanes dans l'Empire ottoman, et en particulier les oulémas forment, je crois qu'on a parlé parfois d'une caste, en particulier au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une hiérarchie extrêmement forte, qui, je crois, n'a pas vraiment existé dans d'autres formations politiques. A utilisé le terme de fonctionnarisation. Absolument. De la... Oui, fonctionnarisation voilà, des clercs, voilà. Et également cléricalisation de l'État, disait-il en retour, c'est-à-dire ce jeu entre l'État et la religion, mais qui est un jeu donc de passage réciproque. Donc oui, il y a cette organisation des oulémas, il y a le soufisme ottoman qui est extrêmement important, donc et extrêmement développé. Je voudrais prendre juste un exemple. Par exemple, il y a une entrée à hadith. Et je trouve qu'elle est très intéressante parce que on sait ce que c'est que les hadiths. Finalement, bon, il suffit de prendre un dictionnaire du Coran ou de choses comme ça pour savoir ce que c'est. Mais il faut historiciser. Ce qu'on a essayé, c'est d'historiciser. C'est-à-dire, quels sont en particulier les recueils de hadiths et quels sont les hadiths aussi qui étaient plus particulièrement cités dans l'Empire ottoman et sur lesquels s'appuyait l'islam ottoman. Ça, c'est intéressant. Juste une remarque, parce que il y a eu, en Turquie, on a publié, maintenant l'entreprise est achevée, une énorme encyclopédie de l'islam, 42 volumes, qui a été terminée récemment. C'est une très bonne encyclopédie. Alors, il y a un nombre incalculable de collaborateurs, bien entendu. Et si vous regardez, elle nous a été très utile, on la cite beaucoup dans le bouquin, mais si on regarde un hadith, c'est fait par des théologiens. Et alors, en fait, on s'arrête purement et simplement à la définition du hadith et des principaux recueils. C'est-à-dire, alors que ce sont des Turcs, des historiens turcs qui ont écrit cette mention, il n'y a rien sur le hadith dans l'Empire ottoman. Et c'est ça qui nous intéressait, nous, c'est-à-dire justement, c'était d'historiciser l'islam dans l'Empire ottoman et de montrer en quoi eh bien, il y avait ou non des citations, des résurgences de l'islam. Par exemple, il y a un article Ibn Arabi aussi, parce qu'il a une grande importance dans la pensée et la philosophie ottomane. Voilà. Mais il n'y a pas tout, si tu veux. On a essayé de donner du relief, en quelque sorte, à cet islam ottoman qui a ses particularités, bon, qui est évidemment sunnite, mais qui en même temps avait l'État ottoman avait sous sa domination toutes les écoles juridiques de l'islam, l'alévisme en Turquie, etc. Donc voilà, c'est quelque chose on a essayé, disons, au maximum de donner une dimension ottomane à l'islam et islamique à l'Empire ottoman. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé quelquefois, je pose la question parce que j'ai parcouru quelques notices comme ça, un peu embarrassé de savoir s'il fallait peser plus sur les débuts ou la fin de l'Empire, parce que vous n'aviez pas peut-être toujours de la place pour suivre l'évolution d'une notion, d'une idée sur les 4 siècles ou 5 siècles. Oui. Tu poses une question, ça a été la bagarre, si je veux dire, très amicale, bien sûr, entre nous. Je travaillais avec 2 ottomanistes classiques, Gilles Weinstein et Nicolas, et donc nous nous sommes un peu tirés chacun la couverture à nous, mais total, je crois qu'il y a un bon équilibre, en fait. Le résultat de ces disputes extrêmement amicales, bien sûr, c'est, je crois, un bon équilibre. Il fallait donner à l'islam classique, à l'Empire ottoman classique, il fallait lui donner une grande place, bien sûr. C'est le fondement, c'est là, et puis c'est aussi la grandeur de l'Empire. Enfin, comment
comment zapper le XVIe siècle. Il n'en était évidemment pas question, hein, c'était tout à fait impossible. Et je crois que tout est là, à la fois la période du XIXe siècle également. Il y a d'ailleurs un article qui remet en cause l'article Déclin, qui est dû à mon voisin, un très bel article dans lequel il met en question justement cette question. Bon, il y a une grandeur de l'Empire, 16e siècle, etc., Soliman magnifique, et puis ensuite on passe à un déclin. Et c'est vrai que c'est une sorte de préjugé, parce que moi, quand je me souviens de la façon dont l'Empire ottoman apparaissait dans les manuels scolaires français que j'utilisais, donc, disons, dans les années 50, je dis, eh bien, il était tout le temps en train de décliner. C'était terrible, quoi. C'était vraiment une mauvaise pente, quoi. Cet homme malade était tout le temps malade, en fait. Voilà. Et donc, il a duré quand même 6 siècles, je veux dire. Donc, ça fait une longue maladie. Et donc, là, on a voulu justement aller un peu contre cela, si tu veux, et contre ces préjugés. Non, je crois qu'on est arrivé à un bon équilibre sur les différentes périodes, en remarquant souvent qu'il y avait quand même une sorte de coupure vers le XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle. C'est-à-dire que souvent, pour une notice qui couvrait l'ensemble de l'Empire, hein, du début jusqu'à la fin, on était parfois obligé de demander à 2 spécialistes. Ça nous est arrivé d'ailleurs, Nicolas et moi, d'écrire des notices tous les 2, mais l'un sur la période classique et l'autre sur la période plus contemporaine, parce que... alors, ça pose la question de la périodisation, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas victime là de nos propres représentations de l'Empire, de l'état de la recherche, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment cette, on ne peut pas dire coupure exactement, mais enfin cette transition forte, hein, entre un empire classique. Enfin, voilà, et j'espère que ça ressort un peu du dictionnaire, si tu veux, ces questions qu'on s'est posées. Nicolas. Oui, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a une très forte... qui est probablement plus qu'un simple a priori, parce que nous avons buté dessus très souvent, ce qui nous a amené en effet à demander à 2 auteurs, quand il s'agissait de longues notices, de traiter des 2 périodes différentes. Il y a aussi des grands moments de rupture préalable. On pourrait parler du règne de Mehmed II, et puis, disons, de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, par exemple, qui sont, début du XVIIe surtout, bon, qui sont des moments où il se passe quelque chose, mais c'est beaucoup plus fort, à l'évidence, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors, quand nous avions le temps, et les hommes, parce qu'il faut trouver des gens compétents, nous avons souvent, en effet, coupé l'article en 2. Alors, en 2 chronologiquement, parfois aussi on coupe l'article en 2 parce qu'il y a 2 façons différentes d'aborder la question. Je parlais du Coran, il y a le Coran dans son usage et le Coran comme livre, par exemple. Bon. Et puis, dans d'autres cas, pour des notices moins importantes en volume, on l'a donné à un collègue. Souvent, ils ont joué le jeu, ils sont allés au-delà de la spécialité. Parfois, ils se sont cantonnés à leur période. Alors, eh bien, François et moi... avons ajouté un paragraphe avant, un paragraphe après pour essayer de voir l'ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Je voulais vous poser une question à propos, oui, de l'impact. L'impact de... vous avez écrit, vous avez fait ce dictionnaire pour un public général, sans penser nécessairement à le sectionner en quelque sorte. Est-ce que vous avez pensé, comment dire, à la possible réception d'un volume pareil chez des lecteurs arabes? Est-ce que, parce que l'Empire ottoman est extrêmement à la fois chahuté, regretté, etc., dans le monde arabe depuis plus d'un siècle, un siècle à peu près, et est-ce que, tu disais tout à l'heure que les auteurs des provinces arabes étaient assez nombreux et assez présents dans le dictionnaire, mais qu'est-ce que le lecteur arabe y trouverait? Alors, c'est une bonne question, et tu m'amènes à penser que peut-être on pourrait avoir une traduction arabe de ce dictionnaire, ce qui serait un plus manifeste. Non, je crois qu'il y a énormément de choses sur le monde arabe, sur les provinces arabes de l'Empire, et ce qui est normal, je veux dire. Mais en même temps, je crois que
c'est aussi la forme du dictionnaire qui nous a permis ça. C'est-à-dire que malgré tous les efforts des historiens de l'Empire ottoman, les histoires de l'Empire ottoman sont souvent quand même assez centralisées, je dirais. C'est-à-dire quand même portent relativement fortement sur Istanbul. Celle de Mantran peut-être moins parce que justement on était plusieurs et qu'il y avait André Raymond en particulier qui contrebalançait notre tendance toujours un petit peu centraliste de nous, les turcologues. Donc, voilà, je crois que ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est qu'il y a dans l'historiographie arabe vis-à-vis de l'Empire ottoman, pour autant que je la connaisse, elle véhicule pas mal de préjugés, bien sûr, enfin on le sait bien, les préjugés d'ailleurs sont réciproques, c'est-à-dire il y a l'idée en particulier au Proche-Orient que la période ottomane était un peu une période sombre, si tu veux, et que sont venues ensuite la libération. Oui. C'est la même chose, on a un peu le même phénomène dans les Balkans, où l'image de l'Empire ottoman, que ce soit en Serbie ou en Bulgarie ou en Grèce, est extrêmement négative. Ce sont les Dark Ages, pratiquement, c'est les époques sombres de cette époque de l'Empire ottoman. Alors, on réagit contre ça, si tu veux, dans le dictionnaire. On tente de rétablir les choses. Je pense qu'il peut y avoir des choses nouvelles pour un public de langue arabe. Et c'est vrai que ce serait bien qu'il puisse avoir accès à ce dictionnaire. Peut-être pour voir une autre présentation, mais je pense que, je le répète, je pense que le monde arabe et les provinces arabes ont vraiment une place, peut-être pour la première fois, enfin, oui, peut-être j'exagère. Je pensais aussi au divorce de la Première Guerre mondiale, qui a laissé des traces très fortes. Est-ce que, justement, il y a un retour sur la question, sur ces décennies qui ont précédé, qui ont abouti à ce divorce? Sur la période, oui, ouais. Bien sûr, il y a des articles, on trouvera là tous les éléments, je pense, nécessaires dans les articles qui concernent les Arabes, le nationalisme, les différents nationalismes dans l'Empire ottoman, sur le nationalisme arabe, les articles sur les Arabes, et puis les articles sur les différentes provinces aussi de l'Empire ottoman. Donc je crois qu'on va trouver les matériaux pour comprendre en général la fin de l'Empire, en général l'éclatement de l'Empire, mais également comment est-ce qu'on a abouti à 1916, si tu veux, c'est-à-dire finalement une sorte de divorce entre le monde arabe et le monde turc. C'est vrai que, comme tu le dis, ça a laissé des traces, côté arabe et côté turc également. C'est-à-dire bon, on se trouve devant cette situation-là, mais quand même, l'historiographie s'est quand même adoucie, hein, je veux dire, depuis un certain temps. Il y a beaucoup de rencontres d'historiens turco-arabes, et peu à peu, je pense qu'on arrive à quelque chose de plus je crois, plus objectif sur cette période. Est-ce que vous souhaitez, avant qu'on laisse la parole au public, faire défiler un petit peu les cartes de l'Empire pour que on ait, avec un petit commentaire très rapide de ta part peut-être, ou de la vôtre, sur l'extension de l'Empire, son rétrécissement à la fin du 19e siècle et à la veille de la Première Guerre mondiale. Comme ça, on aura une idée de... comment dire, plus... On y va? On peut y aller? Bon, ça, c'est une carte qui présente la situation avant l'apparition de l'Empire ottoman, au sens où nous l'entendons. Les Ottomans ne sont qu'un petit émirat ou un beylik à la frontière du monde byzantin. Vous avez des États turcs très importants, beaucoup plus puissants, comme celui du Kalaman, par exemple, qui est ici, autour de Konya, ou celui de Dayton, qui a développé une marine importante et qui a joué un rôle important. Et les Ottomans ont pu
les gens d'Aïden étaient des alliés des Byzantins, comme les Ottomans l'ont été à un moment aussi. Hein. Donc voilà, tout commence dans ce petit bout de l'Anatolie, là, au nord-ouest, avant de se développer petit à petit, donc avec la carte suivante, j'imagine. Oui. J'ajoute juste qu'on est sur les débris de l'Empire seljoukide, hein, qui lui était centré sur le plateau, et aux franges du monde seljoukide se sont développés ces émirats. Hein. Donc, on a dit souvent que c'était des émirats combattants de la foi face aux Byzantins, puisqu'ils étaient en contact direct avec les Byzantins. Donc, les Ottomans, ensuite, comme l'a dit Nicolas Hadin, Saroujan, Germian, etc. L'Empire ottoman était un de ces émirats, hein, au départ. Et puis, il s'est développé petit à petit largement d'ailleurs en s'imposant à ses voisins turcs musulmans, donc pas du tout en faisant la guerre sainte contre les méchants mécréants, et aussi en réussissant par une politique habile et qui a profité des circonstances en jouant sur les dissensions internes byzantines, à traverser les Dardanelles en fait. Hein. Et à prendre pied en Europe. Et ça fait qu'en réalité, d'une certaine manière, le cœur de l'Empire ottoman, à telle enseigne que quand nous parlons, nous, ottomanistes de province centrale, nous parlons d'Anatolie et des Balkans, le cœur de l'Empire ottoman a longtemps été l'Europe, même si un développement très important s'est fait dans l'Anatolie, et les choses ont basculé plus tard avec la conquête de la Syrie et de l'Égypte en 1516-1517, où là, tout un pan de peuples, de cultures, de nations musulmanes très prestigieux sont entrés dans le giron ottoman. Mais quand en 1402, Tamerlan écrase Bayezid Ier à Ankara, eh bien, la partie européenne de l'Empire ottoman n'est pas touchée. Alors, il se trouve que celui des fils qui tient la partie européenne finira par être battu, mais au bout de 13 ans. Mais ça dit assez clairement à quel point cet Empire ottoman est pour une large part quelque chose de profondément européen. En tout cas géographiquement, et de balkanique, certainement culturellement. Ça change évidemment quand toute la Syrie, l'Égypte deviennent ottomanes. Alors pour ce qui concerne le Maghreb, c'est plus compliqué. C'est une aventure coloniale d'un corsaire en rupture de ban, Hayreddin Barberousse, qui s'empare de l'Algérie, de l'Algérois, qui en fera don ensuite pour des raisons de prudence à Soliman le Magnifique. Et en réalité, ce qu'on a appelé les régences barbaresques faisait partie intégrante de l'Empire ottoman, mais gérée de très 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 loin. Voilà. De l'époque de Vienne. Et là, on arrive en effet plus ou moins au moment de la plus grande superficie de l'Empire ottoman, avec évidemment ça date de 1517, le protectorat en fait sur la Mecque et Médine, puisque le shérif reste en place, mais il fait en gros acte d'obédience. En sens inverse, il est traité avec beaucoup de respect, et beaucoup d'argent va venir de l'ensemble des territoires ottomans pour nourrir les pauvres de la Mecque. Les pauvres de la Mecque. Au niveau démographique, les musulmans font quelle proportion de la totalité à peu près? Là, c'est une colle, et je ne vous répondrai pas parce que je dirais en tout cas une bêtise. Et puis de toute manière, je crois que c'est une question qui demande à être prise avec doigté, parce que on parle de population minoritaire. Les minoritaires, les Grecs ne sont pas minoritaires sur les territoires grecs, ils sont majoritaires. Ouais. Mais en incluant tout. Oui, non, alors maintenant, franchement, non, je ne risquerai pas. Peut-être qu'il y a quelque part là-dedans la réponse, mais en outre, l'histoire démographique est très compliquée, parce que les documents qu'on a, principalement des registres de recensement fiscaux,
sont loin de donner des renseignements d'ordre démographique, puisque leur but n'est pas là, il est fiscal. Il s'agit d'établir le revenu qu'on peut tirer d'un territoire. Alors il y a tous ceux qui ne sont pas inclus, il y a ceux qui sont inclus. Bon, combien de personnes par foyer, les chiffres varient souvent très, très, très largement. Hein. Oui. Quand on commence les dénombrements, alors les véritables recensements, c'est-à-dire en fait à la fin du XIXe siècle, il y a à peu près, on est à peu près autour de 60% de musulmans dans l'Empire. Et puis à la veille de la Première Guerre mondiale, ce sera à peu près 3/4. Hein, 3/4 de musulmans. Mais effectivement, comme le dit Nicolas, c'est très difficile. Salonique, par exemple, en 1900, c'est une ville juive, à majorité juive, où presque la moitié ou un tout petit peu plus, c'est-à-dire sur 150 000 habitants, la moitié sont des juifs. Athènes a toujours été une ville essentiellement, il y a eu très peu de musulmans à Athènes. Enfin, on est dans des situations où, effectivement, le terme de minorité est très gênant à employer. Moi, je ne veux pas l'employer personnellement, mais plutôt communauté, ce qui était défini en turc par le terme de millet et millah, hein, des nations, comme on disait autrefois dans l'ancien français, les nations ou les communautés. Alors là, on est la carte suivante, c'est la fin, enfin plutôt c'est le recul. Alors, ce qui est intéressant là, donc, et les choses se terminent là, hein, c'est-à-dire par la disparition de l'Empire et la constitution de la proclamation de la République, donc en octobre 1923, c'est à proprement parler l'acte d'essai de l'Empire ottoman, encore qu'on puisse penser qu'il soit déjà mort avant. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce recul, il touche à la fois le nord et le sud de la Méditerranée, et qu'il a en fait deux facteurs principaux, c'est-à-dire d'une part les empiètements des grandes puissances. Hein, la France commence avec l'Algérie, puis la Tunisie, la Grande-Bretagne avec l'Égypte, puis ce sera l'Italie avec la Tripolitaine, ça c'est pour le dessous plutôt, et puis vers le nord, alors c'est l'Autriche-Hongrie, la Russie qui récupère la Crimée, etc. C'est-à-dire, et puis, bien entendu, les États, les chrétiens des Balkans qui finissent par constituer des États. Donc, à la fois, l'Empire est grignoté de l'intérieur par ces communautés chrétiennes et également de l'extérieur par les grandes puissances. Donc, ça fait cette peau de chagrin, hein, qui est un petit peu une image d'Épinal de l'Empire, et en même temps, cette carte ces cartes qui définissent un déclin sont dangereuses ou un recul territorial, parce qu'en fait, il y a eu des périodes de stabilisation. C'est pas du tout quelque chose qui est véritablement linéaire. C'est nous qui avons le sentiment que, à partir du traité de Vienne, il y a quelque chose qui est fatal en fait dans l'Empire, mais c'est pas comme ça que c'était vécu en réalité. Il y a des coups d'arrêt au recul territorial de l'Empire, mais c'est vrai que on le voit aujourd'hui comme inéluctable. Voilà. En ce qui concerne alors, comme le rappelait Nicolas tout à l'heure, les Balkans ont été effectivement pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire une des parties essentielles, et la perte progressive des Balkans, et notamment la perte définitive, on peut dire, des Balkans à la suite de ce qu'on appelle les guerres balkaniques en 1912-1913, ont constitué un traumatisme absolument énorme pour l'Empire ottoman. Enfin, c'est presque le début de la mort, hein, de l'Empire ottoman, puisqu'en fait, à la suite de cela, la classe dirigeante et les intellectuels ne croient plus, en fait. Ils comprennent qu'ils ne pourront pas récupérer la Turquie d'Europe. Alors, qu'est-ce qui reste en 1913 ? Il reste l'Anatolie, et il reste le croissant fertile, en réalité. Et le Yémen, et encore, le Yémen est en état d'ébullition à peu près permanent. Donc il y a là quelque chose qui est un terrible choc pour l'Empire ottoman, que la perte cette fois définitive pour les Balkans. En fait, il n'y a pas véritablement d'irrédentisme, si tu veux, c'est-à-dire d'espoir de retour. Et un historien, nos collègues hollandais, Eric Zurcher, a très bien montré, c'est très intéressant, il a montré que la plupart des dirigeants jeunes turcs qui ont pris le pouvoir, ou tout au moins qui dirigent la politique ottomane à partir de 1908, à partir de la révolution jeune turque, en fait, sont originaires des Balkans.
C'est-à-dire ce sont des gens qui, en fait, ont perdu leur patrie, au sens de la petite patrie, et se retrouvent donc sans État, si vous voulez, sans nation. C'est le cas de Mustafa Kemal, originaire de Salonique, où il est né en 1881, et Salonique est prise par les Grecs en 1912. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se trouve comme un émigré, si tu veux, et la notion d'émigré en turc, qui est muhajir, donc qui vient de l'égir, enfin du mot de l'égir, c'est très fort. Ça désigne tous ces musulmans, en fait, pas forcément des Turcs, parce qu'il y a des Bosniaques, qui se sont repliés à mesure que l'Empire se rétrécissait, tous ces musulmans qui sont pas revenus, qui se sont dirigés vers l'Empire ottoman à partir du Caucase, à partir de la Crimée, à partir des Balkans, et ça représente plusieurs millions en fait d'individus, mais c'est un phénomène qui est étalé sur une très longue période, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1913 précisément. Sans parler des échanges de population ensuite. Sans parler de l'échange de population entre Grecs et Turcs en 1923. Oui. Si vous le permettez, j'aimerais passer... Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ou bien j'aimerais passer la parole au public pour avoir un échange avec eux. C'est la tradition, et puis c'est important de les écouter. Alors, est-ce que nous disposons d'un micro? Oui, voilà. Alors, si vous voulez bien, ceux qui voudraient intervenir, poser une question, commenter, vous faites signe à monsieur. Voilà. On vous écoute, madame. Oui, je voulais vous... par rapport à approchez le micro de votre... Par rapport à ce dictionnaire, je me demande si ce genre de dictionnaire n'est pas un moyen de consultation. Par exemple, on étudie... vous avez un index. On se renvoie à un index qui nous renvoie à un sujet ou un thème. Ça peut être sur l'État, ça peut être le fonctionnement de l'Empire, etc. Et puis, ou bien c'est un livre qu'on lit qui va nous renvoyer au dictionnaire. Vous voyez, des allers-retours comme ça. En vous écoutant, je me demande si c'est pas un peu ça. On ne peut pas lire un dictionnaire. Non, on ne lit pas... Je ne me vois pas lire un dictionnaire, mais je me situe là, je me vois plutôt en train de consulter le dictionnaire par rapport à certains sujets. Bien entendu, un dictionnaire se consulte, c'est exactement le terme juste, donc ça implique qu'on ait une curiosité pour l'objet Empire ottoman et qu'on y cherche telle ou telle chose parce qu'on en a besoin ou parce qu'on en a la curiosité. Et puis, quand un dictionnaire est bien fait, espérons que c'est le cas d'une autre, on cherche quelque chose qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas d'ailleurs, et puis on tombe sur autre chose, il y a telle notice qui vous attire l'œil et on la lit. Et là, si ça arrive, nous aurons gagné notre pari. François Georgeon a utilisé un mot qui s'applique tout à fait, c'est naviguer. Je ne consulte pas seulement, mais je navigue au gré de mes envies. Je suis entré dans une notice et puis je me dis, bon, il y a tel autre truc. C'est un petit peu ce que j'ai fait, par exemple, hier soir, en allant d'une notice à l'autre, en sautant d'un truc. Bon, ça aussi, je pense que ça peut être un réflexe assez courant. On l'a lorsqu'on clique sur Internet et qu'on navigue aussi. C'est une promenade, oui. Il y a un côté promenade dans un dictionnaire. J'ajoute un point qui me paraît important. Je pense que ce dictionnaire aussi va avoir une certaine importance du point de vue d'une tendance nouvelle de l'historiographie qui est vers, peut-être un peu exagérée, un peu à la mode, mais enfin qui est intéressante aussi, qui est ce qu'on appelle la recherche de mondialisation avant la nôtre, si tu veux. Je pense par exemple au livre d'un quelqu'un qui vient d'entrer au Collège de France, Patrick Boucheron, qui avait écrit un livre sur le monde au XVe siècle. Et précisément, notre collègue Gilles Weinstein avait d'ailleurs participé à ce livre. Et il y a une tendance donc à essayer à écrire une histoire mondiale, à décentrer, disons, une histoire qui justement était essentiellement une histoire européenne. Et paradoxalement,
en nous centrant, nous, sur l'Empire ottoman, je pense que ça donne ça donne des moyens à d'autres historiens, d'autres aires voisines, c'est-à-dire que ce soit, je ne sais pas, l'océan Indien, par exemple, ou la Méditerranée occidentale, ou bien des historiens de l'Europe centrale, justement. Je pense qu'ils trouveront là des moyens d'aller vers cette histoire un petit peu sortant un petit peu de ses limites habituelles, que ce soit à la fois sur le plan géographique et sur le plan chronologique. Le dictionnaire a effectivement, il y a un côté dans l'histoire il y a à la fois érudition, mais il y a en même temps imagination, c'est-à-dire que ça joue un peu aussi sur l'imagination du lecteur, et je pense que il peut y avoir quelque chose d'assez... Enfin, je vois ça, si tu veux, comme quelque chose qui vient vraiment à son heure, à une époque où on cherche justement un décloisonnement de l'histoire. J'ai cru voir une autre main. Oui. On vous écoute? Oui. Ma question, c'est à propos justement de cette image que vous aviez évoquée un petit peu, qu'a l'Empire ottoman, cette image très négative. Et j'ai eu quelques amis, collègues qui sont originaires des Balkans ou de la Grèce, et j'ai été frappé par l'image négative, pour ne pas dire cette haine ancrée quelque part. Et on avait beau à parler d'histoire et que c'était dans le cadre d'un empire. Est-ce que cette question, est-ce que cette question-là, elle est abordée, ne serait-ce que par un paragraphe, en évoquant au moins d'essayer d'expliquer le pourquoi ou comment ça se fait. Autre question aussi frappante, c'est presque ce déni, c'est-à-dire cette négation d'une existence, d'avoir appartenu à cet empire, quand même, comme vous le disiez, ça dépend des périodes, pour certains 3 siècles, d'autres 4, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et alors que il y a une sorte de déni, ça n'existe pas, enfin, c'est... notamment pour les nations, ce que vous appelez nations, entre guillemets, au sens communautaire européen. Alors qu'au début, vous le disiez bien, que c'était le centre, c'était pratiquement central. Et cette relégation de tout ce qui est héritage dit turc, maintenant ottoman, en fait, est relégué plus à quelque chose, il y a même une confusion d'arabe, d'oriental, de musulman, voilà, ça. C'est vraiment cantonné là, alors que de ce que vous exposiez, de ce qu'on sait un petit peu à travers l'histoire, il s'agit d'autre chose. C'est frappant que à notre époque, justement, on parlait d'Internet, de la communication, quand même ça reste comme si ça n'a pas existé ou ça n'existe pas, ou toujours cette même image. C'est moi si je te demande. Je ne sais pas s'il y a vraiment un article qui aborde ça, oui, je pense, l'article nationalisme qui est assez fouillé et qui étudie les nationalismes les uns après les autres, en quelque sorte, au moment de leur apparition dans l'Empire. Alors il est certain, oui, que toutes ces populations, qu'elles soient chrétiennes dans les Balkans ou arabes dans le Moyen-Orient, se sont construites contre l'Empire ottoman. Alors il est évident que ça a beaucoup déterminé l'image que l'on a eue de l'Empire ottoman, donc une image extrêmement négative, comme je le disais, dans les Balkans, à peu près systématiquement. Dans le monde arabe, c'est plus compliqué parce que l'image n'est pas la même que l'on soit au Maghreb, par exemple, ou au Proche-Orient, ou en Égypte, si vous voulez. Il y a des variations, même au Liban, comme tu nous disais tout à l'heure, avant cette réunion. Donc là, c'est plus compliqué, par exemple. Bon, alors, c'est vrai que là, vous êtes un peu pessimiste en disant que ça reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je crois que depuis quelques années, que ce soit les historiens balkaniques et les historiens arabes, enfin de Syrie en particulier, je pense à des historiens syriens, par exemple, je pense qu'ils sont venus à examiner ce passé ottoman avec beaucoup plus d'objectivité. Maintenant, parce que souvent
souvent, par exemple, dans les Balkans, la période ottomane est une sorte de parenthèse, si vous voulez. Et au fond, comme si on retrouvait plusieurs siècles après des nationalités presque intactes, en quelque sorte, qui auraient été en quelque sorte mis au frigidaire par les Ottomans, si vous voulez, qui auraient bloqué leur développement. Évidemment, c'est absurde, cette vision est absurde. Il y a eu une historisation aussi, il y a eu des siècles pendant lesquels il s'est passé des choses, il y a eu des révoltes, il y a eu, etc. Si vous voyez. Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tient compte quand même beaucoup plus de cela. Est-ce que ces efforts historiographiques sont passés dans les opinions publiques, si vous voulez? Ça, c'est peut-être autre chose, c'est un autre problème. C'est-à-dire ce que font les historiens d'un côté pour essayer d'établir un équilibre et de rétablir une vérité historique, ça prend du temps, si vous voulez, avant de passer. Alors il y a un enjeu qui est très important, ce sont des manuels. Ce sont des manuels scolaires, c'est-à-dire quelle est la représentation que l'on donne dans les manuels grecs, bulgares, syriens, égyptiens du passé ottoman. Alors je crois que, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais je crois qu'il y a eu des efforts assez importants qui ont été parfois entrepris, un peu parallèles à ceux qui ont été effectués dans le cas français et allemand, si vous voulez, où il y a eu, on a essayé d'efforcer de donner une vision à peu près commune sur une histoire quand même extrêmement conflictuelle, une vision à peu près commune aux élèves des deux pays, si vous voulez. Donc il y a un effort, mais je crois que ça n'a pas encore vraiment pénétré, si vous voulez, dans les opinions publiques. Je ne sais pas ce que Nicolas en pense. Non, je partage entièrement ce point de vue. Je voudrais aussi, comme François, insister sur la profonde évolution qu'a connue la pratique de l'histoire dans les 20 dernières années, en particulier dans les pays balkaniques. Alors, c'est vrai en Grèce, évidemment, mais c'est vrai aussi, et là, il y a un autre facteur qui entre en jeu dans les pays qui étaient sous domination soviétique, qui ne le sont plus, et où quand même la donne a changé. Alors, le nationalisme peut rester vivant, mais même quand tel ou tel auteur a des opinions, des sentiments, eh bien, il ne le fera plus avec mauvaise foi. Il va travailler en historien. Et beaucoup d'entre eux n'ont même plus de sentiments ou d'opinions, ils sont des ottomanistes, si je puis dire, comme vous et moi. Alors évidemment, ce qui se passe dans les séminaires d'université va mettre quelques décennies à se diffuser dans le reste de la société, ça c'est parfaitement évident. Il y a d'ailleurs des préjugés, si vous voulez, ce qu'on appelle les idiosyncrasies, que l'on a sur, nous les avons sur les peuples, sur les États et les nations qui nous entourent, si vous voulez, mais ces formules toutes faites, si vous voulez, et elles existent aussi entre Turcs et Arabes, par exemple, mais aussi à l'inverse. Et je disais qu'il y avait des différences selon les pays arabes. Par exemple, je sais qu'en Tunisie, la domination ottomane est vue d'une manière très différente de celle de la Syrie, par exemple, parce que d'abord, il y a eu après ça la colonisation française, et donc il y a même une sorte de préjugé aristocratique chez beaucoup de Tunisiens qui ont des noms turcs, qui ont des noms d'origine turque, qui sont d'ailleurs assez nombreux, si vous voulez. On voit des Topçubaşı, par exemple, en Tunisie. Et là, et de même, on m'a dit que c'était la même chose dans l'Est algérien, c'est-à-dire dans le constitution en particulier, où il y avait, vis-à-vis du passé ottoman, une vision assez différente, si vous voulez, et qu'on ne retrouve pas peut-être au Proche-Orient. Pour l'Égypte, je ne sais pas. Là, je ne suis pas bien informé sur la vision que les Égyptiens ont de ce passé ottoman, et puis ensuite, ottoman, pardon. Il y a une distance, une chronologie tellement importante entre Mohamed Ali oui, bien sûr, oui. et la Première Guerre mondiale, que les choses se sont, comment dire, le nationalisme égyptien s'est forgé, ne s'est pas forgé contre les autorités. C'est ça qui est joué. Alors qu'en Syrie, il s'est forgé contre. C'est ça qui
voilà, le rapport avec la Turquie, le moderne. Je prends un autre exemple, l'inverse, c'est que le fait même qu'Atatürk ait participé du côté des révoltes, de la résistance libyenne contre les Italiens, donc avec les Libyens, tout ça fait qu'aujourd'hui encore pour les Libyens, la Turquie est un pays ami et Atatürk est un héros national. Voilà, il y a des choses qui sont très, très spécifiques à telle région. Oui, on peut dire une chose par exemple pour l'Europe centrale, c'est-à-dire que la domination ottomane en Hongrie, qui a duré quand même un siècle et demi, en fait, mais qui a cessé donc au XVIIe siècle, en fait, si je ne me trompe pas, en fait, fait que le nationalisme hongrois s'est construit en fait contre la Russie beaucoup plus que contre l'Empire ottoman, contre la Russie, contre l'Allemagne, contre les pays balkaniques. Et donc la vision que l'on a en Hongrie de l'Empire ottoman est très différente de celle que l'on a vers le sud des Balkans. C'est le plus compliqué. Bon, il y a d'autres mythes qui fonctionnent dans notre sens. Il y a le mythe du favoritisme à l'égard des Juifs de l'Empire ottoman, de l'accueil particulièrement chaleureux de l'Empire ottoman à l'égard des Juifs. Alors, l'Empire ottoman a accueilli les Juifs venus d'Europe favorablement, sans moindre doute, et n'a pas non plus traité comme des non-musulmans exceptionnels. Mais il peut aussi y avoir des mythes où, au contraire, on surévalue des atomes crochus entre le pouvoir ottoman et une de ses populations. Pour le Tunisien que je suis, je peux témoigner un petit peu du point de vue tunisien, ma connaissance. Je crois que ça remonte à 1573, 83, je pense, quand les Espagnols étaient venus lors de la deuxième invasion. Il y a eu une première tentative. Les Espagnols poursuivaient les morts, les Arabes, les Andalous, pour qu'ils ne reviennent plus. Et l'Andalousie, la dernière date, c'est 1492, Grenade. Et donc, il y a eu une première fois, tentative. Donc, les Tunisiens ont pu le faire seuls, donc les Tunisiens. Et la deuxième fois, ils n'ont pas pu. Et c'est là, de ce que j'ai lu, moi, dans les manuels justement scolaires, c'est là où ils ont fait appel à l'Empire turc, et qui est venu et qui s'est installé. Enfin, le pays était pas mal. Voilà, ils sont restés. Et donc, d'où cette image peut-être positive, c'est-à-dire dans une dualité chrétienté musulmane, et voilà, je pense que ça part déjà de là. Y a-t-il encore des questions? Alors, je vais juste une petite annonce. Ah, vous savez. Est-ce que la traduction, vous avez cette répétée par là, est-ce que là, en anglais? C'est un lecteur de vœux pour l'instant, y compris la traduction arabe, mais on est en train de parler pour une traduction en turc. Mais c'est une grosse entreprise, hein. C'est fait pour un traducteur, il faut être autant aussi athlète que linguiste, vraiment, pour traduire 1500 pages, voilà, c'est une grosse entreprise. Oui. Alors, bon, il y a beaucoup Ali Laceux, non, on a préservé, vu son très grand âge, donc en fait on n'a pas fait appel à lui, mais à beaucoup de ses élèves. Et donc vous avez les noms de Ethem Eldem, de Safet Toprak, de Şükrü Ergioğlu, de Ali Akıldız, enfin ils sont dans la liste. Je crois qu'on a fait appel au Yad en Turquie. Évidemment un travail considérable qui est fait sur l'Empire ottoman, dans de très nombreux centres de recherche et universités, et on a au maximum fait appel aux spécialistes, avec ce problème souvent qu'il a fallu traduire leur contribution. Il n'y a pas que dans le cas des Turcs, donc, et heureusement Nicolas s'est révélé un traducteur
terjumane, un droguement exceptionnel. Mais on a eu pas mal de langues à traduire. Je crois qu'il y a eu de l'ukrainien aussi, non, on du polonais. on a eu du russe et du roumain, puis de l'allemand, de l'anglais, de l'italien et du turc et de l'arabe. Principalement de l'anglais, bien qu'un certain nombre de nos collègues anglo-saxons aient mis un point d'honneur à trouver leur texte en français. Alors, juste une petite annonce. Je crois que vous allez être présent au rendez-vous de l'histoire du monde arabe les 20, 21 et 22 mai. Et si vous n'êtes pas sollicité encore, non? Nous sommes prêts. En tout cas, le dictionnaire est déjà présent. Pourquoi? Parce que il existe un grand prix des rendez-vous de l'histoire et la shortlist, la présélection comprend votre dictionnaire. Donc le comité présidé par Henri Laurence a retenu votre livre. Je ne sais pas si ça va vous apporter des soucis si vous gagnez le prix, mais je crois que, en tout cas, si ça vous intéresse, vous regardez le programme, je suis sûr qu'ils vous ont invité, ils vont vous inviter. Et le thème cette année, c'est religion ou politique. Donc préparez-vous à en discuter. Merci à vous tous et pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30 pour le moment de Triano d'eau.